Allô, on a un invité avec nous aujourd'hui. Donc, vous nous connaissez, Roxane, Félix, on s'était présenté lors des autres capsules, mais vous connaissez pas notre invité avec nous, donc je vais te laisser te présenter. Vas-y. Salut tout le monde. Je m'appelle Philly, qui est un diminutif de Marie-Philippe. Mais il y a juste ma mère, quand elle est fâchée, qui m'appelle Marie-Philippe. J'utilise le nom Yel, I-E-L, comme dans la phrase j'ai rencontré Philly hier, Yel avait l'air de bonne humeur. J'utilise autant les accords féminins que masculins, fait que vous pouvez pas vous tromper. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Philly, c'est quoi tes expériences peut-être un peu plus professionnelles? Qu'est-ce que tu as déjà fait en lien avec l'identité de genre et l'orientation sexuelle? Parce que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, donc tu peux peut-être nous en parler un peu. J'ai été presque 3 ans à la coordination d'un milieu jeunesse qui s'appelle l'Astérisque, qui est une espèce de mini-centre communautaire pour les jeunes LGBTQ+, à Montréal. Puis en ce moment, je suis sur le conseil d'administration de l'organisme Divergenre, qui fait de la démystification, puis qui organise des activités pour les personnes trans, non-binaires, de la pluralité de genre en général, dans la grande région de Québec. Fait que, on a reçu les questions des jeunes, fait qu'on va y aller question par question. Yes. Fait que la première est ici. OK. Donc, la première question. Est-ce que c'est normal que je me pose des questions sur mon orientation sexuelle? Oh my God, rien de plus normal. Je pense que parce qu'on vit dans une société où la norme ou les attentes de la société, c'est qu'on soit hétérosexuel, les gens vivent de la honte ou du doute par rapport à se questionner sur son orientation sexuelle, mais on met tout dans un même panier, mais il n'y a pas juste l'orientation sexuelle aussi, il y a l'attirance sexuelle, il y a l'attirance romantique, il y a tout ce que avec qui tu veux être, mais qui tu veux être aussi en relation avec les autres. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va questionner toute sa vie. On va questionner soit par rapport à ce qu'on ressent pour les autres. Puis ça peut avoir une influence sur notre sexualité, mais ça peut aussi avoir juste une influence sur comment on se perçoit par rapport aux autres, puis comment on expérience nos différentes émotions par rapport aux autres aussi. Fait que oui, c'est tellement normal. Puis j'avais une autre sous-question, Philly. C'est quoi la différence entre l'orientation sexuelle puis l'identité de genre? Parce que, tu sais, des fois, ça revient là, comme question. C'est assez simple. La différence entre l'orientation sexuelle puis l'identité de genre, l'orientation sexuelle, c'est avec qui tu veux être, puis l'identité de genre, c'est qui tu es. On est-tu prêt pour la prochaine question? Ouais, let's go! Parfait. Un petit striptease de questions. Oui, c'est ça. Comment je fais pour savoir si je suis hétéro, homo ou autre? Hey, c'est une bonne question. Si je pouvais vous envoyer un questionnaire, je vous jure que je le ferais. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. Se ressentir une orientation sexuelle ou une attirance pour une personne pour un autre, ça ressemble à différentes choses pour différentes personnes. Ça arrive pas au même âge pour tout le monde. C'est un sentiment intime, profond d'amour pour quelqu'un. Mais encore là, les façons de vivre puis d'exprimer cet amour-là, ça varie vraiment beaucoup d'une personne à l'autre. Évidemment, il y a des choses dans notre culture qui sont plus communes, dont le fait de ne pas être capable d'arrêter de penser à une personne, de tout le temps l'avoir dans la tête. Les papillons. Exactement, de vouloir rechercher le bien aussi de cette personne-là. Même des fois, quand on est en amour, on est comme un peu comme impressionné par quelqu'un, là, fait qu'on peut être comme malhabile, savoir quoi dire. Puis, je pense que c'est quelque chose aussi simple que tu sais que t'aimes quelqu'un une fois que t'as aimé. Prochaine question. All right. Comment est-ce que je fais mon coming out à mes parents? C'est une bonne question. Je pense que la meilleure façon de faire un coming out, c'est sa propre façon. Je pense qu'il y a une certaine chose qui est bon de se poser comme question, de réfléchir avant, peut-être se questionner pourquoi maintenant.
pourquoi qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé pour que je veux le faire, mais aussi se poser est-ce que c'est ma décision ou je ressens de la pression ou de la manipulation par rapport à quelqu'un. Donc, de t'assurer que c'est parce que toi, tu es prêt ou prête à le faire que tu puisses sentir que c'est à ton rythme. Puis si tu veux pas le dire à tes parents, mais c'est pas plus grave que ça, tu sais, ça peut attendre. Tu dois à personne ton coming out. C'est ça, exactement. Tu le fais parce que tu ressens le besoin de le faire, pas parce que tu le dois à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Faut le faire pour soi, pas pour les autres. Hein. Définitivement. Peut-être aussi, tu sais, il y a vraiment plein de façons de communiquer. Tu peux le dire seul ou avec quelqu'un d'autre. Tu peux aussi l'écrire si c'est plus facile. Ouais. Ou tu penses que ça va être plus facile pour tes parents de le recevoir à l'écrit aussi. Tu peux laisser traîner une ressource. Par exemple, un document qui s'intitule « Comment réagir au coming out de mon enfant ». Une façon subtile soit de préparer la chose ou de le faire par la bande. Il y a des gens aussi qui n'ont pas besoin de le nommer, qui arrivent un moment donné avec la personne avec qui ils sont en amour. C'est de cette façon-là que le coming out est fait. Puis, il y a aussi des gens qui ne ressentent pas le besoin de le dire à leurs parents ou pour qui les impacts seraient trop négatifs de je pense spécifiquement s'il y a des risques de se faire mettre dehors ou de devoir couper les ponts avec sa famille. Il y a plein de raisons pour vouloir faire son coming out, mais il y a aussi plein de raisons pour ne pas vouloir le faire. Si vous êtes un ou une amie, un allié, c'est pas à vous de vous prononcer sur si une personne devrait le faire ou pas, puis quand. C'est quelque chose qui appartient à la personne, puis tout ce que vous pouvez faire, c'est respecter ses choix à ce niveau-là. OK, donc prochaine question. T'es poigné dans mes cheveux. Trop de cheveux, c'est ça que ça fait. OK, donc, c'est quoi la différence entre être bi ou être pan? C'est vraiment intéressant parce que les mots correspondent aussi à des époques et à des compréhensions de la vie. Je pense que la majorité d'entre nous avons grandi dans une société qui reconnaît deux genres. Les hommes, les femmes. Bi, à la racine de ce mot-là, ça veut dire deux. Donc, on parle des personnes bisexuelles avec une compréhension de la vie qui est je suis attirée par les deux genres, par les hommes et par les femmes. On comprend à notre époque qu'il y a des personnes non-binaires, donc qui ont des identités qui sont à l'extérieur des catégories binaires, hein, des deux catégories hommes-femmes. Puis à une époque où on reconnaît la non-binarité, les identités et les personnes non-binaires, on a voulu créer un mot qui rend visible cette attirance-là pour les personnes non-binaires. Parce qu'on est joli et nice. On mérite et on est aimé et désiré. Est venu le besoin de créer un mot spécifique pour désigner les personnes qui sont attirées à la fois par les hommes, les femmes et les personnes non-binaires. La pansexualité, c'est un mot qui visibilise parce que bi veut dire deux, mais pan veut dire plusieurs. Ouais. Donc, ça reconnaît activement qu'il y a plusieurs genres et qu'on peut être attiré par tous ces genres-là. Là, tu as parlé de non-binarité, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Il y a une question qui est revenue quelques fois, fait que je vais te la poser tout de suite. Là. Je ne débarrerai même pas le petit papier, en fait. C'est quoi la non-binarité? Je pense que pour comprendre les identités non-binaires, il faut comprendre comment on perçoit le genre dans la société. Tout commence avant même qu'on soit né ou qu'on développe des caractéristiques corporelles à l'échographie ou à la naissance. On nomme ces caractéristiques-là et on dit « Ah, cet enfant a des caractéristiques mâles ou des caractéristiques femelles », donc on coche un sexe. Donc, il y a deux options, ou tu es un homme et tu as des caractéristiques masculines, ou tu es une femme et tu as des caractéristiques féminines. Les caractéristiques, elles sont humaines et tout le monde a le droit de se les approprier, surtout avec des personnes qui disent « Hey, mais moi, si mon corps ne détermine pas qui je suis,
mais que ça me convient pas, ça fait aucun sens dans mon identité d'être soit un homme, soit une femme. Je suis où? Je suis qui? J'existe comment? Ouais. D'où le besoin de créer une catégorie pour toutes les personnes qui ne s'identifient pas exclusivement comme homme ou exclusivement comme femme. Et ce terme-là, c'est non-binaire. Et ça veut uniquement dire qui n'est pas dans la binarité homme-femme. Ce terme-là, ça peut être une identité en elle-même, faire comme moi, je suis juste aucun des deux, un mix des deux, mais ça peut être aussi, moi, c'est un terme général. Je peux me définir comme étant une personne agenre, donc je me reconnais aucun genre. Je peux me définir comme une personne bigenre, donc je me sens comme si j'ai deux genres. Je peux être une personne fluide dans le genre, donc dépendamment, je vais me sentir plus rattachée à un genre ou à un autre. Les personnes non-binaires sont des personnes qui ne s'identifient pas exclusivement comme homme ou exclusivement comme femme. Prochaine question. Ouais. Oh, j'ai jamais le goût de faire l'amour avec ma blonde. Est-ce que je suis normale? Oui. Oui. L'éventail des choses qui sont normales chez l'humain est beaucoup plus large qu'on pense. Il y a un impératif, il y a une pression d'éprouver du désir sexuel, puis d'avoir une sexualité active, alors que c'est tout à fait normal ou de ne pas avoir de désir sexuel ou de pas envie d'avoir de sexualité pour plusieurs raisons. Ça peut être pour des raisons médicales, ça peut être pour des raisons psychologiques. C'est sûr que si tu as un trouble anxieux ou tu es en dépression, ça va vraiment pas bien dans ta vie, ça va avoir un impact. Ça peut être émotionnel. On est en confinement, on passe nos journées avec seul ou avec là ou les mêmes personnes. Émotionnellement, ça nous chamboule. Clairement que ça peut avoir un impact sur notre désir. Ça peut être relationnel aussi. Comment ça va dans votre relation? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas nommées? Il y a plein de choses à ce niveau-là qui peuvent avoir un impact. On peut aussi ne pas avoir de désir sexuel pour une personne ou aussi pour personne. Puis ça s'appelle l'asexualité, pas la sexualité. Le contraire, le L' asexualité, qui est le fait de recevoir, de ne pas ressentir ou de peu ressentir de désir pour les gens. Après ça, il faut aussi démêler que aimer, c'est désirer, ou que désirer, c'est aimer. Tu peux totalement avoir une super belle relation avec la personne avec qui tu es en couple et ne pas la désirer. Puis ça veut pas dire que tu l'aimes moins. Mais aussi, en discuter avec la personne avec qui tu es en couple, mais c'est cette personne-là qui va pouvoir t'apporter son support, sa compréhension, puis probablement t'aider à progresser là, à la fois dans tes questionnements ou à accepter une nouvelle partie de toi-même. Alright, donc, prochaine question. Mon amie se sent pas à l'aise dans son corps de fille, elle veut devenir un garçon. Comment est-ce que je peux l'aider? C'est une bonne question. Il y a vraiment plusieurs façons d'aider une personne trans, donc une personne qui ne s'identifie pas à son sexe qui est assigné à la naissance. Je pense que le mot d'or, celui qui est le plus important de tout, c'est d'être à l'écoute. D'être à l'écoute de son vécu, de son ressenti, des mots qu'il utilise pour parler de lui-même, mais aussi pour parler de son expérience. Être à l'écoute, puis aussi si on n'est pas sûr, de questionner comme quel pronom t'aimerais ça utiliser. Est-ce que tu ressens le besoin de changer ton prénom? Répondre aux questions des amis que vous avez en commun. Est-ce que peut-être que cette personne-là se trouve ça super lourd? Quand cette personne-là reçoit des commentaires négatifs ou pas le fun, vous pouvez lui demander si elle aimerait ça que vous preniez sa défense. Ça dépend vraiment beaucoup d'une personne à l'autre, puis de leurs besoins. Est-ce que tu as des ressources peut-être à proposer aux jeunes? Ou sinon, si y a des jeunes qui veulent être alliés, eux,
qui veulent faire du bénévolat, s'ils veulent se mobiliser. Donc, tu sais, peut-être des ressources, on pourrait terminer avec ça. Pour des questions spécifiques où c'est plus difficile d'aller trouver quelque chose de spécifique sur Internet, Alter Hero, c'est un organisme communautaire qui font de la démystification au sujet de la sexualité, des orientations sexuelles, l'identité de genre. Donc, super ressources. Parfait. En as-tu d'autres, des ressources? Si vous cherchez des ressources pour vos parents, le site de la Coalition des familles LGBT a une section Coming Out vraiment cool avec plein de documents. Si vous voulez en connaître vraiment plus spécifiquement sur les réalités trans, les différents enjeux ou les différentes expériences, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Trois James, qui est produite par Les Trois Sexes. Si tu es une personne LGBT puis que tu aimerais offrir ton temps pour utiliser ton expérience pour faire de l'éducation, il y a les GRI, donc les groupes de recherche en intervention sociale. Il y en a un à Montréal, un à Québec, en Mauricie. Il y en a 5, si je m'abuse, au Québec. Puis ce sont des organismes communautaires qui vont dans les écoles pour parler à travers le témoignage de personnes concernées des différentes orientations sexuelles, identités de genre. Sinon, de vous impliquer dans vos propres milieux. Il y a l'organisme Interligne qui offre des trousses de départ pour partir une alliance genre et sexualité dans les écoles. Vous voulez développer spécifiquement un comité ou un groupe où ce que les gens peuvent venir parler de façon authentique, échanger, faire des journées thématiques. Il y a le GRI Québec qui a l'Accès, qui est un projet de milieu de vie pour les jeunes de 14 à 25 ans. Puis il y a aussi l'organisme Divergenre qui fait aussi des activités pour les personnes trans en questionnement et leur entourage. Voilà. Super intéressant. Super intéressant. C'est tout à fait divertissant. Oui. Ça met fin à notre vidéo. Donc, si jamais vous avez des questions encore, c'est encore le temps. On va laisser le lien dans la barre d'infos du vidéo. Vous avez juste à cliquer et remplir le petit formulaire. Ou sinon, vous pouvez nous envoyer un courriel. Sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager aux gens que vous connaissez. Voilà! Merci! Bye! Au revoir!